Alors bonsoir à tous, est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche? Je suis vraiment désolé, j'ai un gros problème. Donc ce soir on va parler donc Frucat qui me dit qu'elle c'est pas bon. Ah bon. Oh là là, c'est pas vrai. Ouais, là je peux rien faire de plus là, franchement. Ok, Frucat suit sur Telegram. Ok, sur Telegram ça se passe bien, hein, vous me confirmez que tout est ok. Donc, on peut commencer enfin le direct. Youpi. Donc, bon, j'espère que la semaine prochaine, quand je serai en déplacement, j'arriverai à faire ça correctement, parce que là, ça m'inquiète un petit peu, si vous voulez, là, le bug de ce soir m'affole un petit peu. Ok. Donc, on est là aujourd'hui pour parler actualité internationale et francophone, enfin, française. Par quoi vous voulez qu'on commence? Par le coup de fil entre Trump et Poutine ou par le bordel ambiant en France? Alors on dit que Trump s'est fait remonter les pendules par Vladimir Poutine. Et Orban peut-il vraiment assurer la sécurité à Poutine? Je doute. Ah bah on va commencer par l'international alors. Alors, donc, il y a eu une conversation de près de 2h30 quand même, hein, téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine hier. Donc déjà, quand vous voyez que Trump et Poutine discutent ensemble au téléphone plus longtemps que Trump ne discute en direct avec Zelensky, là vous commencez à vous dire qu'il y a un problème. Parce que, si vous voulez, c'est pas normal. Hein, je veux dire, je rappelle la dernière fois, il s'était vu, ça a duré 30 minutes. Hein, donc quand il a Poutine au téléphone, Trump passe plus de temps avec lui à discuter qu'à discuter avec Zelensky. Je pense que c'est quand même assez révélateur. Alors, ils ont bien entendu parler du conflit en Ukraine, hein, Trump étant très déçu par le temps que ça prend de régler tout ça. Mais ça, s'il m'avait consulté, je lui aurais dit que c'était pas parti pour être facile, pour des raisons évidentes que j'ai déjà évoquées et que je ne réévoquerai pas ici. Mais entre autres, le fait que Zelensky n'a aucun intérêt à la paix, puisque tant que c'est la guerre, 1, il garde son poste, 2, il garde sa tête, 3, il continue de s'en mettre plein les poches. Bon. Et que les dirigeants de l'Union Européenne eux-mêmes n'ont aucune intention de faire la paix, parce que eux aussi la guerre les arrange bien. Donc bon, déjà c'est mal parti. Voilà. Quand vous partez en plus du fait que Zelensky sait très bien que si il signe les concessions territoriales que réclame la Russie, les néo-nazis ukrainiens vont lui faire sa fête, pour rester poli. Bah, il a encore moins envie, hein, on est bien d'accord. Bon. Donc ils ont discuté de tout ça. Ils ont discuté, donc entre autres, du fait que pour l'instant, ça cale. Hein. Donc Trump a proposé à Poutine de se revoir de visu, puisque quand ils se voient en vrai, ça avance. Hein, parce qu'en fait, quand ils se voient en vrai, tout simplement, je pense que Poutine arrive à faire passer certains messages 5 sur 5, bien mieux que lorsque ça passe par des intermédiaires, surtout quand vous voyez le fait que certains des conseillers de Donald Trump sont ouvertement pro-ukrainiens, comme Witkoff, qui a été décoré par Zelensky. Bon, je pense que ça se passe de commentaires de Béatrice qui dit « Super l'accueil de Zelensky aux USA ». Oui, Zelensky qui a fait descendre l'équipage de son avion pour l'accueillir sur le tarmac, tellement il y avait personne pour l'accueillir. C'est pitoyable. Non, sérieusement, franchement, j'en rigole. J'en rigole parce que on a les dirigeants occidentaux
qui nous crient à tue-tête, les médias occidentaux qui nous crient à tue-tête depuis 2022 que la Russie est isolée, que Poutine est isolé, etc. Et quand tu vois partout où il va, Poutine, il est accueilli avec le tapis rouge. Même quand il est arrivé à Anchorage, Trump est allé le chercher à l'aéroport, en bas de l'avion. Je veux dire, et Zelensky, il est reçu comme un pouilleux. Il y a personne pour l'accueillir à l'aéroport, personne. Il est obligé de faire descendre son pilote et les hôtesses de l'air de son avion pour faire semblant qu'il y a quelqu'un pour l'accueillir. Non mais là quand même, je pense que c'est quand même très révélateur de ce que Trump pense de Zelensky quand même. Hein. Bref. Là, d'ailleurs, Zelensky est à Washington. Il est en train de discuter avec Trump avant la future rencontre Trump-Poutine. Mais bon, déjà ça, c'est édifiant. Ça en dit tellement long. Bref. Donc, ils ont discuté d'une possible rencontre. Et alors, ils sont tombés. Alors, c'est Trump, semble-t-il, qui a proposé la destination. Le point de rencontre qui serait Budapest. Donc, en Hongrie. Alors pour ceux qui s'affolent, hein, bon Budapest s'est retiré du traité de Rome, donc du truc de la CPI. Bon, il y en a qui sont en train de hurler que oui, mais ça fait pas un an qu'elle s'en est retirée, donc mais en fait ils feront rien. Poutine sera parfaitement en sécurité, il n'y a pas de souci. Le premier qui essaierait de toucher un de ses cheveux, je dirais, ils auraient même pas le temps d'effleurer le cheveu en question que leur capitale serait vitrifiée. Donc il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs un très bon point pour Orban s'il arrive à organiser cette rencontre. Donc très certainement ce qui va se passer, c'est qu'il y aura sûrement une rencontre au niveau des ministères des Affaires étrangères, donc Rubio pour les États-Unis et Lavrov pour la Russie, pour discuter déjà d'un certain nombre de points. Comme je vous ai dit, des rencontres entre présidents d'un niveau comme ceux de Vladimir Poutine ou Donald Trump ne s'organisent pas entre la poire et le fromage, comme ça, d'accord ? Les ministres ou les conseillers se rencontrent d'abord pour mettre au point les grands points, se mettre d'accord déjà sur un certain nombre de choses, pour qu'en gros, les chefs d'État n'aient plus qu'à voir les petits détails. C'est ça, le truc. Donc effectivement, comme le dit Christian, dans 2 semaines, si tout se passe bien, effectivement, il devrait y avoir donc cette rencontre Poutine-Trump. Si tout est bien organisé, si tout se passe bien. La Hongrie a déjà commencé à se mettre sur le... ils sont déjà au boulot. Ils sont déjà au boulot pour organiser un petit peu tout ça. Comment peut-on imaginer que l'avion de Poutine survole l'UE pour aller à Budapest, dit Bruno. Ben en fait sans problème, parce que en fait du fait que c'est un chef d'État, son avion bénéficie d'une immunité diplomatique totale. Voilà, donc il peut survoler la Pologne sans problème. Alors, M1963 qui dit on aimerait quand même que Trump arrête de faire du fric sur le dos des Ukrainiens et des Russes. Oh, mais c'est un businessman, hein, il va pas arrêter. Je vous l'ai dit, hein, son but c'est de faire du pognon. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Eh oui. Et donc, bon, ils ont bien sûr discuté de l'histoire des Tomahawks. Bon, finalement, après la discussion avec Poutine, Trump a dit... non, mais en fait, même si on en a beaucoup, on va pas gaspiller le stock qu'on a en le donnant à l'Ukraine parce qu'on en a besoin pour nous. Ce qui est pas faux, soit dit en passant. Hein, parce qu'ils en ont à peine 4000 et quelques. Alors, autant dire que, vu la vitesse à laquelle l'Ukraine détruit, perd, revend ou gaspille les munitions ou les roquettes qu'elle reçoit, c'est clair que si tu commences à leur en vendre, tu vas finir en quelques mois avec un stock où il t'en restera 10. Hein, voilà, et ça, je pense que Trump l'a bien compris. D'ailleurs, il y a eu des audits des stocks américains où là, ils ont commencé à s'affoler et à se rendre compte que ils avaient beaucoup trop donné à l'Ukraine et que, en gros, ils avaient déshabillé Paul pour habiller Jacques. Hein, bon, donc c'est clair que c'est pas une bonne chose.
Enfin, je pense que Trump est quand même un peu plus lucide que Biden là-dessus, et que donc, je pense aussi que Poutine a dû gentiment lui expliquer que si jamais les États-Unis fournissaient des Tomahawks à l'Ukraine, il était clair que les soldats ukrainiens sont pas en capacité d'utiliser par eux-mêmes ces trucs-là, et que donc ça veut dire que c'est des soldats américains qui vont devoir manœuvrer, établir le ciblage et tout. Et je pense que Poutine a dû émettre un bon avertissement à Donald Trump, qui a dû passer 5 sur 5. Donc voilà. Donc il y aura pas de Tomahawk pour l'Ukraine. Ça c'est fait. De toute façon, même s'ils en avaient fourni, le problème c'est avec quoi les tirer, parce que c'est pas des missiles comme ça. Non, faut la plateforme ad hoc pour les tirer. Normalement, ils sont tirés depuis des navires. L'Ukraine n'a plus de flotte. Vous voulez les tirer depuis quoi? Donc ça aussi, c'était une grande question. Bruno qui dit Poutine à Budapest, si ça a lieu, ce sera une énorme claque pour l'UE. Ah mais oui, mais je pense que c'est pour ça que Trump et Poutine se sont mis d'accord sur cette destination. Je pense que le but, c'est de mettre une bonne grosse claque dans la tête des dirigeants de l'Union européenne. En mode, vos chouigneries, vos crises d'hystérie, vous pouvez vous rouler par terre, vous pouvez hurler. Non seulement il n'est pas isolé, mais en plus Poutine va venir sur le sol européen, sur le sol de l'Union européenne. Mais la crise d'hystérie que ça va provoquer, et je pense que ça a déjà commencé, hein. Je pense que ce soir, et dans les grands médias mainstream occidentaux, et dans les bureaux de von der Leyen et compagnie, je pense que la crise d'hystérie a déjà commencé. Je pense qu'il y en a qui sont déjà en train de suer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et 1963 qui dit le danger, c'est pas en Hongrie, mais sur le chemin. Non, ça ira bien, vous inquiétez pas. Ça ira bien. Il a volé jusqu'en Alaska sans problème. Il n'y a aucun souci. Ils le toucheront pas. Je pense que son avion passera par la Biélorussie, survolera un petit peu la Pologne, et puis il entrera en Hongrie comme ça. Donc les Polonais feront rien. Parce qu'ils savent que sinon Varsovie va être vitrifiée, donc bon... Ils ont pas envie que leur capitale finisse en parking radioactif. Ils ont pas trop envie, non. Voilà. Alors, en quoi les Tomahawks seraient dangereux pour la Russie? Parce que ce sont des missiles longue portée, donc qui permettraient à l'Ukraine de frapper plus profondément le territoire russe avec, on va dire, des missiles quand même d'une certaine capacité destructrice. C'est-à-dire plus que les petits drones qu'ils envoient, enfin les petits. Les drones qu'ils envoient, c'est quand même des petits avions, hein. C'est un peu comme des Bayraktar, c'est à peu près cette taille-là, c'est comme des petits avions. Donc, mais c'est clair, comparé à la puissance d'un Tomahawk, bon, c'est pas la même, hein. Hervé qui dit Poutine doit un peu demander à Trump de calmer Netanyahou. D'ailleurs, il a pas vu Al-Jolani pour rien. Oui, Poutine qui a donc fini par rencontrer Al-Jolani, alias Al-Shahara, président syrien de fait. Discussion très intéressante parce que donc déjà le gars te dit on va honorer les accords qui étaient conclus avec l'ancien gouvernement, donc les bases de Khmeimim et de Tartous, les bases russes restent en Syrie, ce qui était très important pour la Russie, c'est-à-dire pour ça que Poutine a accepté de le rencontrer. Pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'il peut rencontrer un terroriste comme ça, parce que la réelle politique l'oblige, de même qu'il y a eu des rencontres avec des chefs talibans quand il est devenu clair que ils étaient partis pour rester à la tête de l'Afghanistan. Malheureusement, de même qu'ils supportent pas Macron, enfin, quand il le faut, ils le rencontrent. Donc, Al-Jolani a semble-t-il confirmé que les bases russes peuvent rester en Syrie, ce qui est très important, parce que pour l'instant, la Russie n'a pas d'alternative pour permettre entre autres le relais pour ses forces qui opèrent en Afrique. Donc, c'était indispensable pour la Russie de garder ses bases.
Donc, comme je dis, d'où l'importance de fait qu'il a rencontré Al-Jolani, entre autres, je pense, pour ça. Et Al-Jolani qui a demandé aux forces russes de revenir dans leur base du sud du pays, qu'elles avaient abandonnées, hein, quand le pouvoir avait changé, la Russie avait rapatrié toutes ses troupes vers ces deux bases côtières de Khmeimim et de Tartous, pour, si nécessaire, évacuer tout le monde rapidement. Et donc, les soldats russes avaient déserté la partie sud du pays, de la Syrie. Ce qui avait permis à Israël, hein, si vous vous souvenez, de grignoter un bon morceau de terrain. Et puis, comme là, Israël a de nouveau des velléités d'avancer, là, Al-Jolani a dit, vous pourriez renvoyer vos soldats là-bas pour les calmer un peu, parce que là, ils ont des velléités de continuer à grignoter le territoire. Donc, Al-Jolani, oui, créature contrôlée par la Turquie et certainement par Israël, mais je pense que le gars, il en a peut-être un petit peu marre, et que il se dit que maintenir une présence russe dans la région, ça permettrait d'équilibrer un petit peu les forces et d'éviter qu'ils se retrouvent totalement dépendants d'un camp. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il est loin d'être con quand même, hein, le gars. Il a pas l'air d'être totalement un abruti. Donc je pense que pour l'instant la situation des Russes en Syrie a l'air de se stabiliser. D'ailleurs des Syriens repartent du Liban voisin pour rentrer chez eux en Syrie. Donc la situation a l'air de se stabiliser plus ou moins. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais enfin c'est pas voilà. On n'est pas dans le secret des dieux, mais je pense que Al-Jolani a compris que être juste la marionnette de Erdogan et de Netanyahou, c'est pas une bonne position, si tu veux. Je pense qu'il se dit que s'il y a une troisième force, à savoir les Russes qui viennent dans le truc, ça permettra un peu d'équilibrer le machin, et que si jamais à un moment la Turquie ou Israël commence à avoir, on va dire, des exigences qui lui conviennent pas trop, il va pouvoir se retourner vers les Russes pour avoir un appui de ce côté-là. Vous voyez, c'est le côté un petit peu diversification. Plus le fait est que Israël, comme la Turquie, est pas en capacité de fournir certaines choses à la Syrie. Entre autres, ils ont discuté de l'approvisionnement en céréales et aide humanitaire. Et là-dessus, clairement, la Russie peut fournir bien plus que ce que la Turquie ou Israël peuvent fournir. Donc c'est clair que c'est gagnant-gagnant pour l'instant. C'est une espèce d'équilibre un peu bizarre, un peu tordu, mais qui devrait permettre pour l'instant à la Russie de gagner du temps, le temps de construire d'autres ports en eau chaude qui lui permettront de servir d'escale pour ses opérations en Afrique. Alors, tac. Sébastien qui dit, mais c'est une super idée, ça, une rencontre Poutine von der Leyen, je sors les pop-corn. Ah là là, ça, elle va flipper devant lui, hein. Ah non, mais elle va se faire dessus, la mère von der Leyen, hein, parce qu'elle a pas l'habitude, hein. Trump va sûrement donner des garanties et mettre les toutous de l'UE au pied pour que Vlad n'ait pas de soucis. Oui, je pense que Trump va expliquer, hein, en bon patron, comment ça doit se passer, et puis ils fermeront leur bouche et ils feront comme papa l'a demandé. M1963 qui dit surtout que les Tomahawks peuvent porter des ogives nucléaires, donc c'est potentiellement très dangereux pour la Russie. Oui, et je pense que c'est pour ça que la conversation, je pense, a été aussi longue entre Trump et Poutine. Je pense que là, Poutine lui a dit ça c'est une ligne rouge, et si vous la franchissez, il n'y a pas que l'Ukraine qui va payer le prix, si tu veux. Je signale qu'aux États-Unis, il y a une usine qui produisait du TNT, là, la trinitroglycérine, pour entre autres les mines et munitions américaines, qui a pété. Oui, il y a quelques jours en arrière. Ça a fait boum. Je pense que Poutine a dû gentiment lui expliquer que faut se méfier quand augmente les cadences pour re-remplir les stocks ou en fournir plein à l'Ukraine.
Parce qu'après, il y a des incidents qui arrivent pour cause de violation des normes de sécurité parce que tu veux aller trop vite. Voilà. Voilà. En vrai, Poutine ne perdra pas son temps à voir Van der Leyen ou alors pour lui offrir un mode d'emploi de machine à laver, dit Sébastien. Ah, j'imagine la scène, ça serait très drôle. Quel est l'intérêt des Russes d'avoir des bases en Syrie? Alors, eh bien, c'est très important. C'est très important. Parce que il faut se rappeler que du fait que la Russie est impliquée contre la lutte dans la lutte contre les terroristes en Afrique et entre autres dans le Sahel, elle peut pas envoyer ses avions ou ses navires directement de la Russie jusqu'à ces pays-là. Ils doivent faire escale à un moment pour refaire le plein, pour voilà. Et là-bas, les bases de Khmimim et Tartous servent à ça. Ce sont des bases d'escale pour les forces russes qui vont travailler en Afrique avec les pays, entre autres du Sahel, pour lutter contre les forces terroristes. Puisque ce sont les forces armées russes qui ont pris le relais des forces de Wagner, puisque Wagner a été complètement dissous. Et donc maintenant c'est l'Africa Corpus qui s'occupe, l'Africa Corps qui s'occupe de ça. Donc vous avez un corps africain de l'armée russe qui a été créé et qui est envoyé là-bas. Mais les mecs, faut faire des rotations. Tu peux pas les laisser en permanence. Faut leur envoyer de la logistique, faut leur envoyer des munitions, voilà. Voilà Medvedev qui était au Burkina Faso, entre autres. Oui, comme l'a dit Hervé. Donc discussion très intéressante entre Poutine et Trump. Et un point intéressant, c'est que avant la discussion et même pendant, ils ont parlé des potentialités de coopération économique entre la Russie et les États-Unis après la fin du conflit. Et c'est ce que je vous ai dit. Si Trump veut mettre fin rapidement au conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas pour rien. Je vous l'ai dit, c'est un businessman. Et donc, qu'est-ce qu'il veut comme businessman? Eh ben, il veut refaire du business avec la Russie. Et tant que l'opération militaire spéciale dure et que toutes les sanctions sont là, eh ben, il ne peut pas. Et ça lui pose un gros problème, entre autres, au niveau, par exemple, des terres rares, surtout maintenant que la Chine a décidé que c'était fini d'exporter sans contrainte partout, et que maintenant, il va y avoir des restrictions. D'où le pétage de plomb de Trump, avec ses droits de douane de 100% sur les importations venant de Chine. Donc clairement, l'intérêt de Donald Trump, c'est de diversifier ses sources. Et pour ça, la Russie est un bon candidat, même si c'est pas un très gros producteur de terres rares, ça en est quand même un, et ça pourrait être une des façons pour les États-Unis d'obtenir quand même un petit peu de terres rares dont ils ont besoin pour l'électronique, surtout tous leurs petits joujoux militaires en sont bourrés, puisque ils aiment bien tout ce qui est bombe guidée, guidage laser, guidage radar, guidage truc, et tout ça, ça a besoin de terres rares, ça a besoin d'aimants, ça a besoin, et tout ça, c'est 90%, c'est la Chine. Et oui. Et donc, Trump a clairement compris qu'il faut que les États-Unis diversifient leurs approvisionnements. Et pour ça, la Russie est un bon candidat. Pour rajouter avec d'autres, il y a d'autres pays, entre autres, je crois, le Brésil, qui ont aussi en fournit. Mais voilà, en avoir un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et puis tu rajoutes tous ensemble et ça commence à faire une quantité qui est déjà acceptable. Parce que tant qu'ils dépendent de la Chine comme ça de manière massive, clairement c'est très mauvais. Mais tant qu'il y a les sanctions, tant qu'il y a le conflit, c'est compliqué.
hein, parce que ils ont retiré la Russie de SWIFT, donc pour payer déjà ça va être sympa. Et puis voilà, il y a plein de sanctions sur plein de ces matériaux dont ils ont besoin. Donc clairement, le but de Trump, c'est de vite mettre fin à l'opération militaire spéciale pour servir les intérêts économiques des États-Unis en rétablissant un certain nombre de filières ou en agrandissant certaines. Hein. Je rappelle qu'une bonne partie de l'uranium enrichi qui est utilisé dans les centrales nucléaires américaines vient de Russie. Le titane pour les pièces détachées de Boeing viennent de Russie. Donc là-dessus, il faut pas se leurrer. Les intérêts de Trump dans ce domaine sont purement mercantiles. Mais ils sont là, et ça explique beaucoup de choses. Oui, je pense aussi, comme Bruno, que les Tomahawks étaient du bluff de Trump pour mettre la pression sur la Russie pour arrêter le conflit. Je pense que Poutine lui a gentiment expliqué que 1, ça allait pas marcher, et que 2, ça allait se retourner et contre Kiev et contre Washington. Et que c'était pas le bon langage à adopter avec la Russie, surtout que la Russie a toujours dit qu'elle était prête à négocier. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Si on peut atteindre les buts de l'opération militaire spéciale sans devoir envoyer nos soldats se faire massacrer, c'est tout bénef. Je veux dire, on n'est pas maso non plus, hein. Alors, Hervé qui dit problème au niveau de l'or aussi. Oui, j'ai vu que le prix de l'or a bien grimpé. Puis Trump veut se concentrer sur la Chine. Je suppose que Vladimir Poutine ne laissera pas tomber la Chine. Trump prend ses désirs pour la réalité. Oui, ça aussi, oui. Ça c'est clair que Trump veut se concentrer sur la Chine. Parce que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, hein, depuis déjà un petit moment quand même. Hein. Et ça les emmerde. Ça les emmerde, les Américains. Un avis sur le tunnel Russie-USA avec Musk à l'œuvre. Ils veulent faire un tunnel en tant que géologue, je recommande pas. Parce que l'océan Pacifique il s'ouvre. Hein, vous avez une dorsale volcanique au centre. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ou alors votre tunnel, il va être détruit. Il va être très vite détruit. C'est pas comme le tunnel sous la Manche, si tu veux, où tu es sur le même plateau continental. Là, vu la géologie du coin, je recommande pas du tout. Musk est bien gentil, mais c'est pas un spécialiste en géologie. Non, je recommande pas. Le tunnel entre l'Alaska et la Russie, non. Non, je recommande pas. Franchement, c'est... Oui, oui, le conseiller présidentiel qui a proposé ça. Comment vous expliquer? Oui, non, je pense pas. Pour l'investissement et la coopération économique. Ouais, alors je pense que ce monsieur, si vous voulez, a dû sécher les cours. il a dû sécher les cours de géologie. Non, mais déjà rien que dans l'extrême est de la Russie, hein, la zone du Kamtchatka et tout, vous avez des volcans. C'est pas une zone stable. Non, non, faut pas faire ça. Non, non, mais sérieusement en plus, hein. Faut vraiment pas faire ça. Qui a eu cette idée? Mon Dieu. Ah ouais, non, attends. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Attendez, j'essaie de retrouver une carte avec toutes les dorsales.
Non, non, c'est pas une bonne idée. Enfin, même si là, ils sont effectivement sur un même plateau, mais pas loin, tu as quand même une zone de subduction. Donc vous avez une zone où vous avez une plaque qui passe sous une autre. Vous avez des tremblements de terre. Enfin, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Non, je vous recommande pas. C'est pas une bonne idée du tout. Enfin, sauf si vous voulez que le tunnel finisse enseveli. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Ouais, non. Je peux pas vous montrer là à l'écran, mais oui, non. Non. C'est non, c'est pas une bonne idée. Frenzy qui dit, je dirais que c'est plus facile que d'aller sur Mars en attendant. Ouais, pas sûr. Je pense que c'est peut-être plus facile d'aller sur Mars. Non, sérieusement, les gars. Non, là, vous avez... oui, effectivement, le détroit de Bering, c'est sur le même plateau, mais vous avez en dessous une zone de subduction qui donne les volcans qu'il y a dans l'extrême-orient russe. Certains, d'ailleurs, se réveillent de temps en temps. Là, il y en a eu un qui s'est réveillé il y a pas longtemps. Mais ça veut dire... c'est pas une bonne idée, si vous voulez. Vous construisez pas des tunnels souterrains dans des zones à fort risque sismologique. Des tunnels sous-marins. Je veux dire, celui qui relie par exemple la France et l'Angleterre, on est sur une zone qui est très très sûre. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de zone hautement sismique à proximité immédiate. Là, non, c'est non, pas une bonne idée. Je recommande pas. Je recommande pas du tout. J'imagine le truc. Non, en tout cas, moi, je l'emprunterai pas. Je préférais prendre le ferry ou l'avion que de passer là-dedans. Laissons Elon pour Mars, on appellera Moïse pour ouvrir les eaux. Ouais. Je pense que ça sera plus efficace. Non, c'est dangereux. Franchement, je sais pas qui a eu cette idée de tunnel sous-marin entre Russie et États-Unis. Non, les gars, non, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas. C'est comme construire un pont extrêmement long juste à côté d'une zone de subduction. C'est pas une bonne idée, quoi, si tu veux. Ou alors t'aimes jouer à la roulette russe, quoi. Mais c'est pas une bonne idée. Franchement, c'est toute la zone du Pacifique, c'est la fameuse ceinture de feu. Regardez un peu une carte géologique du coin, vous allez comprendre que pas bonne idée. Non. Vous avez les séismes et puis toute la zone de subduction. Vous avez des poches de magma. Enfin, vous avez tout ce que vous voulez. C'est non, faut pas faire ça. Qui a eu cette idée? Non, les gars, faut embaucher des vrais géologues. Faut surtout pas vous lancer dans des trucs comme ça. C'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Ouais. Et puis, la situation en France, hein, parce qu'on a parlé de l'international, mais la situation en France, c'est épique aussi, hein. Puisque donc, la motion de censure du gouvernement de Macron n'est pas passée, hein, à 18 voix près. 18. Bon, c'était un peu logique. Après qu'il ait menacé de dissoudre de nouveau l'Assemblée, certains ont très clairement compris que ça voulait dire une fin prématurée de leur mandat vu qu'ils avaient peu de chances d'être réélus. Et donc, ils ont cherché à sauver leur gamelle. Voilà. Alors S400 qui dit la ceinture de feu, oui, qui passe par là, bah oui, c'est ce que je vous dis, c'est pas loin, quoi. Vous avez toute une zone énorme de subduction, donc oui, la fameuse, quelqu'un qui est sur Telegram dans le groupe a partagé une carte, et vous voyez, vous avez toute la zone en rose, donc c'est là où il y a tous les volcans, etc., et vous voyez la zone où ils veulent faire passer le tunnel est pas loin, quoi.
Sauf que ça, c'est une zone de subduction. La fameuse fosse des Aléoutiennes, la fosse des Kourils, tout ça, c'est une zone de subduction, hein, les enfants. Donc vous avez en fait une plaque qui passe sous l'autre. Et donc, à l'endroit là où elle est en train de passer en dessous, bah, ici, elle va se mettre à fondre à cause de la chaleur et puis de toute la flotte qu'elle trimballe. Et puis, bah, elle va se transformer en magma. Et puis, donc, elle va créer des volcans à l'arrière de la zone de subduction. Donc, vous savez, et elle va provoquer des séismes en forçant. Non, faire un tunnel là, non, c'est pas une bonne idée. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Non, faut pas faire ça. Bruno qui dit c'est Kirill Dmitriev, le conseiller présidentiel, qui a proposé cette idée de tunnel. Oui, mais j'aime bien Kirill, mais Kirill, t'es pas géologue. S'il te plaît, consulte des géologues avant de proposer des idées comme ça. Bon, il y en a qui continuent de me partager des trucs qui ont rien à voir sur le groupe. Merci. Donc, la France, vous les gamellards, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ont gagné. Voilà, ils voulaient pas risquer de perdre leur précieux petit mandat, leur précieux petit salaire, leurs précieuses petites enveloppes pour leurs dépenses personnelles. Hein? Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que après le gros scandale, hein, des factures de Anne la Dingo là à Paris, le tribunal a finalement décidé d'arrêter d'autoriser la publication des notes de frais de la maire parisienne et puis d'autres politiciens. Hein? Pourquoi, vous avez des choses à cacher? Non, mais bon, je vais dire, c'est pas normal, ça. Je veux dire, la transparence devrait être totale, comme dans les pays scandinaves. Pays scandinaves, le ministre, il paye avec sa carte de professionnel un taxi au lieu de prendre le métro, c'est fini, hein. Ça déclenche un tel scandale qu'il est viré, hein. Ou il démissionne tout seul. Et ça devrait être comme ça, la transparence devrait être de mise. Les notes de frais de ces gens-là devraient tous être publiques. Ce n'est absolument pas normal qu'ils aient le droit de cacher la façon dont ils dépensent votre argent. Parce que c'est pas le leur, hein. C'est pas eux qui payent des impôts, hein. C'est vous. C'est le Conseil d'État, me dit Evelyne. Ouais, c'est ça. C'est... Donc ça, moi, ça me choque, vraiment. C'est anormal qu'ils aient droit à des enveloppes de... Et la folle dingo qui t'explique que oui, mais comprenez, c'est tellement dur de vivre avec 4900 € par mois. Non, mais pardon, pardon, chouchoute. Quand je vivais en France et que j'ai travaillé au SMIC. Allô, Anne. Beaucoup de gens en France ne rêveraient d'avoir 4900 € par mois. Hein? Et avec un montant pareil, tu as les moyens de te payer tes godasses et tes fringues de travail. Hein? Je signale que les gens qui sont au SMIC, c'est avec ça qu'ils doivent payer leurs fringues de travail. Sauf les gens qui bossent à l'usine, qui ont des vêtements spéciaux, sécurité, tout ça. Mais sinon... Monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans un bureau, s'il touche le SMIC, il va chez Kiabi, hein, et puis il s'achète un petit pantalon pas cher, voilà, à 20 ou 30 €, hein, et pas des robes Dior à 3000. Ouais. Non mais... Evelyne qui dit le pire, c'est que légalement c'est obligatoire, la transparence des notes de frais, c'est dans la loi. Bah oui. Oui. C'est délirant. Et donc, là, le gouvernement, le cornu va rester, va pouvoir continuer l'œuvre de destruction de la France. Voilà. Il a réussi, l'autre péteux. Il a réussi. Il leur a foutu les miquettes. Ça a marché. Et alors, qui n'a pas voté? Comme d'habitude, une bonne partie des socialos et anciennement les républicains. Voilà.
Donc la droite et la gauche conventionnelle, habituelle. Voilà. C'est eux qui ont permis à Macron de réussir son petit tour de force. Même le RN a voté au complet pour. Alors que Marine Le Pen, de par sa condamnation qui la rend inéligible, elle savait que dans ce cas-là, de toute façon, elle perdait son poste. C'était fini. Elle pourrait pas être réélue. Mais non, la gamelle est trop bonne. La gamelle est trop bonne. Demandez à Gérard Larcher au Sénat. Hein, son tour de ventre, je pense, parle pour lui. Hein, concernant la gamelle. Voilà. Et à quel point la cantine, elle est bonne. Avec du homard et du champagne. Alors, M1963, tu as une formation de géologue. Oui, je suis géologue. En fait, à la base. Je suis pas... Voilà. Géologue spécialisé, justement, ressources minérales, géodynamique, donc dynamique de la Terre, donc tout ce qui est volcanologie, sismologie, métamorphisme, déformation des roches. Donc, en gros, la façon dont fonctionne notre planète et dont ça génère ensuite des ressources qui sont utiles pour nous, type pétrole, gaz, diamant, or, fer, nickel, tout ce que tu veux. Donc oui, c'est ma spécialité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un article sur les ressources minérales essentielles, parce que j'ai dit, tiens, c'est un sujet qui est généralement pas trop abordé, de manière générale, à part dans des cas précis comme là, le coup de la Chine avec les États-Unis. Et pourtant, c'est un sujet super important. Donc je me suis dit, why not? Tiens, je reviens un petit peu au basic, voilà. L'archer le gros porc avec 4 mètres cuisinier. 4 mètres cuisinier, il a! Ah bah, mon Dieu. Donc oui, je suis géologue. J'ai un master en géologie spécialisé géodynamique et ressources minérales. Voilà, c'est comme ça vous en savez plus sur moi. C'est ce qui m'aide d'ailleurs parce que en fait dans cette filière-là, tu n'apprends pas que la géologie au sens strict. Comme tu dois comprendre les processus de formation des ressources minérales, tu apprends aussi la biologie, la biochimie, la chimie, la physique, la géophysique, et plein d'autres trucs qui sont parfois très utiles. Entre autres, quand tu dois commencer à analyser des résultats d'analyse de sang de Monsieur Navalny, par exemple. Voilà. Ou les propriétés chimiques du Novichok. Voilà. S'il y en a qui se demandent comment j'ai pu comprendre à quel point toute cette histoire était une arnaque juste grâce à des connaissances scientifiques, oui, c'est parce que... Oui. J'ai fait 5 ans d'université où j'ai appris pas seulement la façon dont les roches se forment, mais tous les processus chimiques qu'il y a derrière. Physique, chimique, physico-chimique, la thermodynamique, ce genre de conneries, voilà. Alors, Dom qui dit, la justice en France n'est plus qu'une vaste fumisterie. Il y a celle de la caste, impunité totale, celle pour les autres, le plus souvent un vrai massacre. Il y a que pour les immigrés sans papier, relâche immédiate, quoi qu'il se passe. Ouais, y a-t-il un SMIC en Russie? Quel est le salaire d'un travailleur de base? Alors, il y a un SMIC. Il va être revalorisé l'année prochaine à 27 000 roubles, ce qui fait à peu près 300 euros. Mais en réalité, j'ai jamais vu des jobs ici, même ici, qui étaient à ce tarif-là. C'est-à-dire que même ici dans le Donbass, on n'est pas à Moscou, on est dans le Donbass. La caissière de supermarché, elle commence à 40 000. Ils embauchent à 40-45 000 roubles. Donc à peu près, 400-500 euros, quoi. Chauffeur de bus, ici, on est tellement en déficit, ils les embauchent à 100 000. Donc à peu près l'équivalent de 1100 euros, à peu près. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Frenzy? Un cartologue? C'est quoi un cartologue? Non, mais ça n'existe pas, un cartologue.
Donc le salaire d'un travailleur de base, ça dépend en fait. Moi j'ai vu par exemple, parce qu'on voit souvent passer un petit peu les annonces, mais ouais souvent là les salaires qu'on voit passer, c'est facile du 50-60 000 roubles pour des boulots, on va dire sans qualification hautement particulière. Euh, le salaire moyen, je sais plus lequel il est à peu près, mais ça dépend des régions aussi. Moscou, vous allez avoir un salaire moyen qui va être au-dessus des 100 000 roubles, par exemple, alors qu'ici, ça sera pas le cas. Mais selon les métiers, oui, ça touche plus ou moins. Mais en fait, il y a très peu de gens qui sont payés SMIC. Je crois que les seuls que j'ai entendus qui étaient payés comme ça très très mal, ce sont les employés des chemins de fer. Comment ça s'appelle? Les... En gros, les stewards. C'est bon, les trajets sont tellement longs que la plupart des trains, ce sont des trains couchettes. Parce que, bah, par exemple, si tu veux faire Rostov-Moscou, bon, le minimum c'est 15 heures. Donc vous comprenez vite, généralement c'est plutôt 20 heures. Donc tu dors. Donc c'est des trains couchettes. Et donc vous avez dans chaque wagon, généralement c'est des femmes, parfois c'est des hommes, mais le plus souvent c'est des femmes qui font ces boulots-là. Et qui donc s'assurent, elles sont là, tu peux donc demander des nouveaux draps, tu peux leur acheter à manger, je crois qu'elles touchent une commission si elles vendent, qui vient se rajouter à leur salaire, mais je crois que leur salaire de base, c'est genre le SMIC. Donc je crois que elles sont payées comme ça. Mais généralement ailleurs, c'est pas le cas quand même. Parce que c'est un truc tellement bas que tu peux pas vivre avec ça. C'est 27 000 roubles. Une liseuse de cartes, dit M1963. Alors, les géologues ne sont pas que des liseurs de cartes. On est ceux qui faisons les cartes géologiques. Ça, c'est des choses que j'ai apprises, par exemple. On avait un stage chaque année pour stage de cartographie, où on passait 2 semaines sur le terrain, à reconnaître des cailloux, à reconnaître des roches. Pour faire une cartographie de la zone. Ça faisait partie des choses. Donc c'est du travail d'équipe, on était souvent par 3 ou 4. Et on devait faire une carte géologique. On nous filait une zone. Et on devait faire la carte géologique de la zone. Et donc on crapahutait chaque jour pendant toute la journée. Jusqu'à ce qu'on ait des ampoules pas possibles. Pour reconnaître les roches et puis cartographier. Bruno qui demande, sachant que le coût de la vie est plus bas, beaucoup d'inflation en Russie. On a eu de l'inflation, maintenant là ça se tasse un peu, il y a des choses où ça redescend. Il y avait eu une période, par exemple les œufs, le prix avait flambé. Là ça commence à revenir quand même un peu à la norme. Puis ça dépend des endroits aussi, par exemple. Vous avez des endroits où, par exemple, c'est des régions qui produisent beaucoup de lait, vous allez avoir des trucs, voilà. On avait une période, le beurre avait bien flambé à une époque, donc ça montait à du 300 roubles la plaquette de beurre, donc allez, 3 euros, quoi. Bon, là, c'est redescendu quand même, hein. On retrouve maintenant des plaquettes à 200 roubles, donc bon... C'est variable. Là, il y a un certain nombre d'aliments qui ont baissé. Donc, il y a de l'inflation, ça oui. Elle a été forte à un moment, mais là, ça commence à se tasser, en fait. C'est pas pour ça que la Banque centrale russe a commencé à redescendre ses taux petit à petit, parce que voilà, l'objectif en matière d'endiguement de l'inflation est atteint. 1963, c'était une blague, hein, liseuse de cartes, je sais bien. Je sais bien, mais oui. Bon, mais c'est une formation qui, même si elle est très éloignée du journalisme, je dois avouer, c'est très utile. Quand tu dois... ça m'a donné une méthodologie extrêmement scientifique, c'est ce qui fait que je suis assez doué pour les debunkings.
parce que bah, j'applique les méthodes que j'ai apprises en fait en matière de géologie, je les applique juste à de l'enquête journalistique. Et deux, c'est très utile quand tu as des cas bah, comme le cas Navalny, hein, avec des histoires d'empoisonnement et donc de chimie et de biochimie, hein, puisque dans le cas du Novichok, c'est carrément de la biochimie. Donc ça m'a été très très utile pour lire de la documentation scientifique sur les effets du Novichok, parce qu'il y a de la documentation scientifique. Il y a eu des papiers scientifiques qui ont été faits sur le mode d'action du Novichok, son degré de létalité comparé à d'autres armes chimiques, etc. Il y a un papier en anglais qui a été fait il y a quelques années, au début des années 2000, et qui t'explique le pourquoi l'action du Novichok est irréversible. Et c'est vrai que si t'as pas un background scientifique, tu lis le truc, mais pour toi c'est du chinois. Mais pour moi, c'est hautement compréhensible. Donc, parce que je comprends les termes, c'est des choses que j'ai vues à l'université, et donc je comprends. Je comprends la mécanique du truc, et c'est ce qui m'a permis de faire toute cette série d'articles où j'ai, on va dire, vulgarisé un petit peu pour mes lecteurs les explications. Mais voilà. Bruno, question spéciale, as-tu trouvé l'amour en Russie? As-tu rencontré un Vladimir? Oui, mais il s'appelle pas Vladimir. Mais oui. Alors, vous ne croisez pas beaucoup de voitures ou de véhicules électriques dans les rues des villes russes, j'imagine. Alors, il n'y en a pas des tonnes, mais même ici, ils ont commencé à installer, quand on a commencé à faire partie de la Fédération de Russie, on a des bornes de recharge électrique qui sont apparues à certains endroits, entre autres certains grands magasins, certains grands centres commerciaux. Donc, il y en a. Des villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, vous en voyez beaucoup plus. Moscou, beaucoup des grands bus qui sillonnent la ville sont des bus électriques. Donc, et beaucoup de gens utilisent les trottinettes électriques. Alors ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Qu'est-ce que raconte Frenzy? Les pauvres, ils sont en train de manger des miettes de ce qui ressemble à du pain. Hein, non, les gens mangent bien en Russie. Hein. Mais en fait, les produits de base sont pas très chers. Et alors, nous ici, dans le Donbass, on a en plus des plafonds de prix qui sont élaborés pour les produits basiques. C'est-à-dire que, entre autres, les supermarchés doivent proposer au moins un type de ces produits au prix qui sont fixés. Alors, j'explique ce que veut dire ce que je viens de dire. Par exemple, les pommes de terre. Les pommes de terre font partie des basiques de la nourriture, ici. Bien plus que, par exemple, en France, ça va être les pâtes, le riz. Ici, c'est les pommes de terre. Donc, les pommes de terre sont soumises à un prix social. Ce qui veut dire que dans chaque supermarché, vous devez avoir au moins une catégorie de patates qui va être au prix social. Vous pouvez avoir 2-3 autres types de patates qui viennent d'ailleurs ou qui sont des types différents et qui sont à des prix plus élevés, mais vous devez avoir une catégorie de patates au prix social. Voilà. Et tous les produits de base sont soumis à ça. C'est-à-dire, vous avez les pommes de terre, vous avez les carottes, vous avez les gros cornichons, les mini concombres, les gros cornichons. Vous avez les tomates, les bananes, les pommes, la farine, le sucre, l'huile, ce genre de produits de base. Ce genre de produit, vous devez avoir au moins un qui est au prix social. C'est-à-dire qui ne déplace pas le plafond qui est fixé par les autorités. Le pain aussi. Pain de base,
voilà, la bouloche de... Voilà, vous avez un prix qui est fixé. Après, vous pouvez avoir des pains plus chers. Vous pouvez avoir des pains ou des carottes ou des oignons qui sont plus chers que le prix social. C'est une autre catégorie. Mais vous devez avoir une catégorie qui respecte le truc. Et c'est en ça, d'ailleurs, que le contrôle populaire est super important. Ce sont des volontaires qui, alors soit sur plainte, soit de manière aléatoire, vont faire des contrôles dans les magasins. Alors, ils vérifient non seulement les prix, ils vérifient donc non seulement les prix sociaux, mais tous les autres prix en général, pour vérifier que les magasins ne pratiquent pas des marges excessives et qu'on reste sur un niveau de prix qui reste en tout cas maximum celui de la région voisine de Rostov, mais si possible en dessous. Il vérifie aussi date de péremption, façon dont par exemple, quand vous avez de la viande à la découpe, que tout est étiqueté de quand le plastique, enfin, le truc sous vide a été ouvert, de quand il a été redécoupé la dernière fois, etc. Moi, j'ai été avec eux, j'ai déjà vu des violations, des trucs bien délirants, avec des trucs qui sentaient tellement mauvais que les mecs leur ont dit le machin, vous le jetez tout de suite. Donc oui. Alors, Christiane qui dit pourquoi ils ont opté pour l'électrique avec tout le pétrole que possède la Russie. Bah, parce que la Russie, entre autres d'un point de vue énergie, fonctionne énormément au nucléaire. Donc il y a beaucoup d'électricité, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi polluer les grandes villes? Parce que Moscou, c'est plus grand et plus d'habitants que Paris. Vous vous rendez absolument pas compte de la taille de cette capitale. Donc il y a déjà beaucoup de voitures. Si tous les transports en commun étaient avec des moteurs à explosion, le niveau de pollution de Moscou serait terrible, hein. Mais vraiment, je vous le dis. Donc c'est pas une mauvaise chose du tout d'utiliser des bus électriques. Alors, est-ce que beaucoup de Russes vivent dans les campagnes, genre avec potager, quelques poules pour l'autonomie? Alors beaucoup de Russes ont une datcha, c'est-à-dire beaucoup de gens qui vivent en appartement ont une petite maison à la campagne, souvent pas trop loin, souvent, pas tout le temps, mais souvent pas trop loin, dans laquelle ils vont pendant les week-ends et puis l'été pour cultiver un petit potager, un petit machin, faire les bocaux pendant l'été et puis réutiliser ça pendant l'hiver. Donc beaucoup de gens, oui, ont un petit potager. Alors, je discutais avec une personne qui regarde les mainstream sur la Russie qui me disait qu'il y a beaucoup de misère là-bas, mais elle ne connaissait pas réellement en dehors de Moscou. Mais le taux de pauvreté est plus faible en Russie qu'en France. 15 contre 12. Oui, mais le taux de pauvreté en Russie, mais les gens ont encore l'image de la Russie des années 90, où les gens recevaient plus leur salaire ou leur retraite. On n'en est plus là. On n'en est plus là. La pauvreté a grandement baissé en Russie, et ça reste un objectif important de la politique de Vladimir Poutine. Encore récemment, j'ai vu qu'ils avaient fixé un objectif de baisser encore de je sais plus combien de points. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça reste un objectif important de la Russie de diminuer le pourcentage d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc oui, il y en a encore. Surtout, vous savez, dans les campagnes, les zones très très isolées, les trucs, les zones qui sont loin de tout. Mais alors, M1963 qui me dit qu'en Inde aussi, certains produits sont à prix fixe bas pour une grande partie de la population. Farine, riz, huile, sucre. Ouais, les basiques. Les basiques, en fait. Et là-dessus, c'est pas une mauvaise chose. Alors, pourquoi on a instauré ça dans le Donbass? Parce qu'en fait, en 2014, quand tout a dégénéré, certains patrons de gros supermarchés en ont profité pour se gaver.
Voilà, pratiquer des marges absolument monstrueuses sur la nourriture mettez les gens dans la merde parce que c'était la guerre, les gens recevaient pas leur salaire, enfin c'était vraiment le bazar et certains cherchaient en plus à s'enrichir là-dessus. Et donc très vite, les autorités des deux républiques populaires ont dit puisque c'est comme ça, on va vous imposer des prix plafonds pour que vous arrêtiez en fait de sucer le sang des habitants, quoi. Et puis dans la foulée, par exemple en RPD, on a lancé les Pierwsi Republikanski, les premiers républicains, qui sont des supermarchés à bas prix sociaux, qui appartenaient à l'époque au gouvernement, dont vraiment le truc c'était les prix les moins chers. Voilà. Donc, voilà, souvent les personnes âgées vont acheter là-bas parce que les prix sont plus intéressants. Et moi, j'ai vu des supermarchés faire faillite. Entre autres, les chaînes Amstore qu'on avait ici ont tous fait faillite parce que ils pratiquaient des prix mais tellement monstrueux, mais plus personne n'allait chez eux. Plus personne. Alors, en 1963, on pouvait pas arrêter de parler nourriture. Je suis en train de jeûner. Ah bah désolé. Alors, Dom qui dit ça a été le gros problème de Pékin, la pollution atmosphérique, ils ont fait de gros efforts et ça a marché. Oui, la Chine, ils ont eu des problèmes terribles de pollution atmosphérique dans les grandes villes. Donc, si on peut éviter Moscou est une ville très belle. J'aimerais pas qu'elle soit noyée dans un fog toxique comme ce qu'on a pu avoir à une époque à Pékin, hein. Il y a quelqu'un qui nous a mis un gingembre, là, d'accord, une recette de cuisine. Donc non, c'est un très bon choix de la Russie d'opter pour des bus électriques. La Russie est un pays qui est écolo, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens fanatique, hystérique, etc. Mais les autorités russes font vraiment un maximum pour préserver l'environnement, protéger entre autres un certain nombre d'espèces, comme par exemple le tigre de l'amour, qui à un moment était vraiment en danger d'extinction pure et simple, et de préservation des biotopes et des écosystèmes. Parce qu'ils comprennent très bien que ils ont vu, si vous voulez, les soviétiques ont fait n'importe quoi avec par exemple la mer d'Aral. Bon, si vous voulez, ça leur a un peu servi de leçon. Et ils ont bien compris que c'est important, même s'ils ont un territoire immense, de pas faire n'importe quoi avec, et de faire en sorte de préserver au maximum les écosystèmes pour éviter de tout pourrir, quoi. Parce que sinon, tu fais comme les Américains, qui creusent du gaz de schiste partout et où tu te retrouves avec une flotte brunâtre qui sent l'essence qui sort du robinet, si tu veux. C'est... Donc voilà, quoi. Donc c'est ça la situation ici. Donc bien sûr qu'on a des gens en Russie qui sont encore sous le seuil de pauvreté, mais comme il y en a en France aussi, hein. Moi, je vois encore régulièrement en France des histoires de retraités ou de gens qui travaillent et qui vivent dans leur voiture. Je veux dire, ça devrait pas exister. Je veux dire. En France, certaines espèces sont protégées. Les connards, par exemple. Oui. À pas confondre avec les canards. Ouais, ceux-là, oui, malheureusement, ils sont bien protégés. Donc oui, franchement, je vous plains là d'être reparti avec un gouvernement le cornu, avec toute la bande de zinzins là, de clowns. C'est vraiment, je vous plains, vraiment sincèrement, je vous plains. Je vous plains, franchement. Et je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, d'avoir ces gens-là comme gouvernement. Et franchement,
Evelyne qui dit j'en ai ras-le-bol de tous ces cons. Oui, je pense que t'es pas la seule. Je sais pas si ça te rassure, mais je pense que t'es pas la seule. Malheureusement, ça suffit pas actuellement pour les dégager. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. Et on voit qu'ils sont déjà en train de préparer le suivant. Et ils ont l'air de partir sur un Glucksmann, Raphaël Glucksmann, la petite pourriture. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir, je crois que c'est Laurent qui avait fait un article sur lui, qui explique très bien la biographie de ce triste cire. Allez la lire, c'est très édifiant, très intéressant. C'est, voilà. Quelle politique niveau vaccination Covid? En Russie, en Russie, les vaccins qu'on a eus sont pas du tout les vaccins Pfizer, c'est les vaccins du centre Gamaleya. C'est entre autres le Sputnik 5, très safe, très sûr. Franchement, on n'a pas eu de vague d'effets secondaires. Bon, mais ils ont utilisé une technique qu'ils connaissaient, qu'ils avaient déjà utilisée depuis des années pour faire plusieurs vaccins contre Ebola. Donc il y avait déjà un bon recul dessus. Et surtout, de ce que j'ai compris, la technique de purification des vaccins en Russie est beaucoup plus au point. Je sais que le directeur du centre Gamaleya avait déclaré qu'ils avaient analysé certains des vaccins occidentaux et qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait plein d'impuretés en fait dans les vaccins et qu'ils avaient proposé à Pfizer et compagnie, AstraZeneca, de partager avec eux leur technique de purification pour améliorer la purification des vaccins et que ils ont refusé pour des raisons de coût, en disant qu'en gros sinon après ils étaient plus compétitifs. Mais il n'y a pas d'obligation en fait. Il y a eu dans certains endroits, genre Moscou, où ils ont forcé en gros le personnel médical à se vacciner et tout, mais ça a pas tenu. Enfin, au final, c'est chacun a fait comme il a voulu. Je connais des gens qui se sont fait vacciner ici, des personnes âgées, et il n'y a pas eu de soucis. Et ils ont pas chopé le Covid. Moi, j'ai pas été vacciné et je l'ai chopé 2 fois. Et j'en ai bavé. Donc, pour le coup, je me dis que j'aurais eu mieux fait de me faire vacciner parce que sincèrement, voilà, j'en ai vraiment bavé quand je l'ai chopé 2 fois. Donc voilà. Evelyne qui dit qu'en France, c'est une hécatombe, 5 décès en une semaine dans ma ville, mon père est mort à cause de ça. Bah oui. Mais ici, on n'a pas eu ce genre de truc. Mais parce que c'est pas la même technologie et c'est pas la même technique de purification. Je pense que c'est d'ailleurs de là que viennent les problèmes des vaccins occidentaux, c'est qu'en fait ils sont tellement bourrés d'impuretés que bah forcément ça provoque. Alors le vaccin russe, c'était un vaccin ARN, mais ils utilisaient 2 vecteurs. Les vecteurs étaient différents. Les vecteurs étaient différents des vecteurs utilisés par Pfizer & Co. C'était des virus genre virus du rhume, etc., mais qui changeaient d'une dose à l'autre. C'est-à-dire, la première dose, vous aviez un type de virus, la deuxième, vous aviez le deuxième, pour éviter justement que le système immunitaire ne détruise complètement en gros une bonne moitié du vaccin. Et surtout, comme je disais, ce qui a l'air d'avoir joué beaucoup, c'est la technique de purification. Je pense que ce qui a provoqué autant de problèmes, c'est pas tant la technique à ARN, c'est la mauvaise purification des vaccins occidentaux. Et là-dessus, il y a une différence. Les Russes sont-ils sensibles à la santé naturelle ? Oui. En pharmacie, partout, et même dans certains supermarchés, tu peux trouver un certain nombre de... en pharmacie, t'en trouves plein de trucs de remèdes naturels et tout, tisanes, gélules, machin. Et même en supermarché, il y a un certain nombre de tisanes que tu peux trouver
Genre tisane contre la toux, tisane pour réguler ton taux de sucre, tisane pour perdre du poids, tisane pour calmer l'anxiété, pour bien dormir la nuit, etc. Donc oui, ils sont beaucoup là-dedans, hein. Ils sont beaucoup là-dedans et ils en utilisent pas mal. Ouais, ouais, c'est. Donc voilà, oui, comme rappelle M1963, il voulait pas du Sputnik 5 en communauté européenne. Oui, oui. Que les vaccins RNA mettaient des armes biologiques avec quelques placebos pour masquer le truc. Non, je pense que c'est pas tellement la technique vaccin ARN qui est. Enfin, déjà, ça dépend avec quel vecteur. Parce que, entre autres, je sais plus si c'était le AstraZeneca ou le Pfizer, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y en avait un, par exemple, le vecteur, c'était des espèces de bulles lipidiques, par exemple. Et ça fait une énorme différence. Parce que cette bulle lipidique, elle passe dans certaines cellules, etc. Alors qu'avec un vecteur type virus, genre type virus du rhume, tu vas pas atteindre les mêmes cellules. Et donc forcément les effets vont être différents, ça c'est la première chose. La deuxième, si tu as un vaccin qui est bien purifié, qui est bien pur, et un vaccin qui est mal purifié, bah ton vaccin mal purifié, t'as plein de merde dedans qui vont pouvoir provoquer plein de réactions, entre autres des réactions de flambée immunitaire, d'inflammation, etc. Or, je dirais l'inflammation, on le sait maintenant que c'est un phénomène physiologique qui va te faciliter quoi? Tout ce qui est plaque d'athérome et donc AVC, infarctus et tout ce que tu veux. On le sait maintenant. Je veux dire, c'est des choses qu'on connaît en matière médicale. Donc voilà. Donc je pense que le problème des vaccins occidentaux, c'est que ils ont utilisé pour certains des techniques qui étaient pas du tout éprouvées, alors que comme je le dis, le vaccin russe, le Sputnik 5, le premier en tout cas, était basé sur une technologie qui avait déjà été utilisée par le centre Gamaleya pour faire 2 vaccins contre Ebola. Donc ils avaient déjà plus de 10 ans, si tu veux, de recul sur la technique. Et surtout la technique de purification extrêmement poussée. Et ça, c'est possible. C'était possible parce que le centre Gamaleya est un centre gouvernemental. Leur but, c'est pas de faire du fric. Et oui, leur but, c'est pas d'être rentable. Hein. C'est un truc gouvernemental. Donc leur but, c'est juste de faire leur travail. Et donc forcément, quand t'as pas des actionnaires à gaver, bon, t'es plus dans la même logique si tu veux. Donc oui, le problème c'est que les scandales aux USA, etc. Mais faut voir ce qui va sortir. Faut voir ce qui va sortir comme information, mais je suis quasiment certaine que le problème c'est que les vaccins occidentaux étaient pas propres. Ils étaient bourrés d'impuretés et que c'est ça qui a provoqué aussi autant de problèmes. Ça plus certains des vecteurs utilisés sur lesquels ils avaient aucun recul. Voilà. Ebola et fièvre jaune, dit Louis Brulard, oui. Donc c'est 3 vaccins en tout. Il y a eu 2 vaccins contre Ebola et un contre la fièvre jaune qui ont été développés par Gamaleya avec la même technique. Donc ils ont quand même un certain recul. Surtout, la guerre en Ukraine sert-elle de vengeance au président Poutine pour l'effondrement de l'Europe, car les Européens n'ont pas aidé lors de l'effondrement de l'URSS? Non, absolument pas. Vladimir Poutine n'est pas dans une logique de vengeance. Non, non, non. Je veux dire, le conflit entre la Russie et l'Ukraine vient du fait que l'Ukraine a tenté de reprendre par la force les 2 républiques populaires qui avaient déclaré leur indépendance en 2014 en bombardant massivement et en préparant une attaque qui se serait transformée en épuration ethnique, c'est-à-dire en génocide. Et les gens étant des Russes ethniques et
plusieurs centaines de milliers ayant déjà à l'époque des passeports russes, bah, la Russie est intervenue pour les protéger. Je vous renvoie vers mes articles de l'époque. Sobtou qui dit j'ai aucun souci avec les Russes, mais dans leur mentalité, la vengeance est un plat qui se mange froid, et je le comprendrai très bien. Non, 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 non. C'est pas du tout, une vengeance. On n'est pas du tout dans cette mentalité-là. Hein. Je sais pas quelle image vous avez des Russes, mais non, non, c'est pas leur mentalité. Je confirme ce que vous dit Christina, c'est pas leur mentalité. Sobtou qui dit la Russie aurait pu plier l'Ukraine en 6 mois s'il voulait. Pourquoi, vu la technologie 10 fois supérieure, pourquoi être aussi long alors, dit Sobtou Alex. Bah Alex, parce que nous on n'a pas envie de massacrer les civils. On s'appelle pas Netanyahou. Si vous regardez d'ailleurs le coefficient de perte civile par rapport aux pertes militaires, l'opération militaire spéciale est la guerre qui fait le moins de morts parmi les civils. De toute l'histoire, on va dire recensable, hein, donc du dernier siècle. Donc voilà pourquoi. Si on prend autant de temps, c'est que, bah, tout simplement, on n'a pas envie de massacrer les civils. Parce que les Ukrainiens, ce sont des Russes qui ont oublié qu'ils étaient Russes, mais ça reste des Russes. Et qu'on se voit pas massacrer les nôtres. Tout simplement. Voilà. Dom qui dit s'il y a vengeance, elle est dans les réussites de la Russie, son indépendance et ses réussites diplomatiques. Je suis totalement d'accord. Bruno qui dit si les Russes le voulaient vraiment, Kiev serait dans l'état de Gaza. Bah oui, si on le voulait vraiment. Mais on n'a pas envie. Kiev, c'est la merde, enfin c'est la ville mère de la Russie. Je veux dire, on va pas pulvériser Kiev. Ah là là, Alex Sobtou, allez lire mes articles. Allez lire mes articles, tapez sur Google origine historique du conflit du Donbass. Allez lire sur Donbass Insider, le site est toujours là en tant qu'archive. Allez lire mon article sur le début, le lancement de l'opération militaire spéciale, tout est expliqué. Tout est expliqué. Voilà, on n'est pas des barbares. Les Russes ne sont pas des barbares. Oui, comme dit Dom, Kiev était la première capitale de ce qui fut ensuite la Russie, la Rousse, qu'on a appelée d'ailleurs a posteriori la Rousse de Kiev, parce que Kiev était la capitale. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà dépassé plus d'une heure. Désolé en tout cas pour le cafouillage du début. Je suis assez choqué de voir que le logiciel de streaming n'arrivait pas du tout à se connecter à son serveur. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment un truc bizarre. La Russie peut-elle sauver la France? Bah non. C'est à la France de se sauver. C'est aux Français de sauver la France. C'est pas à la Russie de le faire. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Gérard, je vois Sclier qui était là aussi. Bonsoir à tous, à Christina, Christiane et tous les autres. Je publierai demain l'enregistrement du direct. Je vous retrouve dimanche pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et donc je vais tout faire pour que vendredi prochain il y ait un direct malgré le fait que je serai en déplacement. Donc je sais pas encore si je vais arriver à le faire sur toutes les plateformes ou s'il va falloir que je le fasse que sur une seule, auquel cas ça sera très certainement Telegram. On va voir. Je sais pas encore comment... J'ai téléchargé quelques applications sur mon téléphone qui sont censées faire la même chose que mon logiciel de diffusion sur le PC, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc il va falloir que je teste et que je vois comment ça fonctionne. Voilà. Donc bonne soirée à tous. J'espère que
ça vous a plu. Bon, malgré le fait qu'on s'est pas mal dispersé sur plein de sujets différents. Et donc je vous retrouve après-demain pour le site-rep et entre autres toutes les news militaires parce qu'on continue d'avancer partout. Voilà. Donc bonne soirée à tous. À la semaine prochaine pour le prochain direct et d'ici là, portez-vous bien.